La princesse Anne inspectait des expositions agricoles au Royal Horticultural Hall de Londres. Cette manifestation caritative organisée un mardi après-midi était un engagement royal tout à fait classique. Elle portait un manteau bleu marine structuré et sa broche sobre habituelle. Son emploi du temps était extrêmement chargé exactement comme elle le souhaitait. Dans ce hall paisible, tout se déroulait à la perfection conformément au plan officiel. Laura Lopez, la fille de la reine Camilla, entra alors par une entrée latérale. Le premier détail qui sembla incohérent se produisit immédiatement. Elle ne figurait pas sur la liste officielle des invités pour la scène principale. Elle n'était absolument pas censée se trouver dans cette partie du bâtiment. Pourtant, elle n'y est pas entrée en ayant l'air perdue ou désorientée. Elle traversa la pièce bondée d'un pas assuré et déterminé. Elle se plaça à quelques pas derrière la princesse royale. Immobile, elle attendit une accalmie dans le brouhaha ambiante. Il lui fallait un silence suffisant pour que sa voix porte clairement. Puis d'un pas brusque, elle s'avança vers la princesse. Elle ne s'inclina pas et ne présenta aucune salutation formelle. Plusieurs personnes se tenaient suffisamment près pour entendre ses paroles exactes. Elle parla d'une voix forte et sèche qui résonna dans toute la salle. Elle déclara à la princesse Anne que les modifications apportées au financement du domaine constituaient une insulte personnelle. Elle affirma que le récent audit financier était une attaque délibérée contre sa famille. Une femme non invitée s'est approchée d'un membre important de la famille royale. Elle a exposé publiquement un différend familial lors d'une réception officielle dans une salle où se trouvaient des journalistes et des caméras professionnelles. Ce geste précis n'est absolument pas un simple moment d'égarement. Quelqu'un a décidé que cette scène devait se produire cet après-midi-là. Ils ont tout fait pour que cela se passe à un endroit où la scène pouvait être filmée. Un photographe indépendant les suivait depuis le début. Il prenait des photos avant même que les cris ne commencent dans le hall. Le clic de son appareil était parfaitement audible pour tous. Il crachait des images rapidement couvrant le bruit de la pluie qui frappait la verrière. La façon dont la princesse Anne a géré les 10 secondes suivantes est remarquable. Elle ne s'est pas immédiatement retournée pour faire face à la femme qui criait. Lentement et délibérément, elle a ajusté ses gants de cuir. Elle est restée parfaitement immobile pendant 3 secondes entières, tandis que la salle se figeait. Chaque personne présente dans la salle comprit que quelque chose de grave s'était produit. Elle finit par se retourner, le visage parfaitement impassible. Elle ignora superbement l'accusation financière acerbe. Elle ne laissa rien paraître concernant le financement de la succession ou les intrigues familiales. Au lieu de cela, elle regarda par-dessus l'épaule de Laura et s'adressa à son équipe de sécurité. Elle leur demanda s'ils avaient vérifié la liste des invités pour la séance de l'après-midi. Cette simple question fut sa seule réponse à l'agression. Elle ne contesta rien de ce que Laura venait de lui crier. Elle se contenta de demander si Laura avait le droit d'être là. Discuter avec Laura les aurait mises sur un pied d'égalité, ne serait-ce qu'un instant. Anne refusa catégoriquement de lui céder ce bref moment d'égalité publique. Laura devint écarlate et s'approcha de la princesse. Elle accusa Anne d'avoir orchestré l'audit pour cibler les proches de Camilla. Sa voix résonna dans tout le hall d'exposition. Les journalistes au fond de la salle cessèrent de regarder les étals de légumes. Ils se précipitèrent frénétiquement sur leurs carnets et leurs enregistreurs numériques. Anne fit discrètement signe à son garde du corps de s'approcher. Il se fraya un chemin avec aisance à travers la foule et se plaça face à Laura. Il lui demanda fermement de se rendre immédiatement dans le hall principal. Il lui expliqua que sa présence dans le couloir n'était plus appropriée. Elle sortit passant devant les dignitaires, les journalistes et les étals de fruits et légumes, tous stupéfaits. Toute la salle la regarda quitter le hall dans un silence stupéfait. L'échange avait duré moins de 2 minutes. Il avait anéanti l'atmosphère soignée que le personnel avait mis des mois à instaurer. Les questions ont commencé à fuser avant même que le hall d'exposition ne soit vidé. Le soir même, le personnel a examiné les journaux d'accès numérique. Ils ont trouvé une invitation émise par un directeur régional. Cet homme se trouvait être une connaissance éloignée de la famille de Camilla. Quelqu'un l'a persuadé d'y ajouter le nom de Laura à la dernière minute. Ce directeur régional a été suspendu de ses fonctions le soir même. Le palais a immédiatement lancé un audit complet de tous les protocoles d'accès régionaux.
L'après-midi prit alors une tournure véritablement étrange pour les enquêteurs. Il fallait expliquer les déplacements exacts de la reine Camilla. Son agenda officiel la prévoyait à une réunion du conseil municipal. Or, un témoin affirma avoir vu sa voiture moteur tournant à 3 pâtés de maison de la salle. Les enregistrements des caméras de sécurité confirmèrent que le véhicule royal était bien stationné à proximité. La voiture était restée garée dans une rue calme pendant exactement 15 minutes. Elle a démarré au moment précis où la princesse Anne s'est dirigée vers le deuxième box. Cette précision temporelle est bien trop grande pour être une simple coïncidence. C'est le comportement typique de quelqu'un qui attend un signal de confirmation. La famille de Camilla mettait l'institution royale à l'épreuve. Ils souhaitaient déterminer les limites de l'institution et mesurer le temps de réaction. Ils ont ainsi pu constater comment elle réagit face à une menace directe. Le prince William a été informé de l'incident lors d'une téléconférence sécurisée. Il a immédiatement mis fin à l'appel sans attendre de pause. Il a demandé à son chef de cabinet de récupérer les images brutes de la salle. Il n'a demandé ni résumé, ni note de synthèse. Il voulait constater par lui-même les propos tenus. Il avait besoin d'évaluer précisément l'ampleur du manque de respect public. Selon ses proches, il ne recherchait aucun compromis. Il était activement à la recherche de preuves concrètes de graves manquements au sein du foyer. Il visionna les images brutes sur un grand écran dans un silence absolu. Il observa l'attitude agressive de Laura postée juste derrière sa tante. Il vit la vague de stupeur parcourir la salle bondée. Au bout de ces 2 minutes d'enregistrement, sa patience s'évapora complètement. Il décrocha sa ligne sécurisée et appela directement le roi Charles. Il n'a demandé ni permission ni conseil. Il a annoncé à son père qu'il prenait en charge l'intégralité de la procédure disciplinaire. Il a fait un compte-rendu rapide au roi du contenu des images. Il a clairement indiqué qu'il ne tolérerait pas un tel comportement au sein de la maisonnée. Charles a donné à William les pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures nécessaires. Le trajet du retour de cette salle fut le moment où la véritable stratégie se précisa. Assise à l'arrière de la voiture officielle, la princesse Anne repassait en revue la confrontation en analysant le déroulement précis des événements. Elle décortiquait l'ordre des paroles relatant qui avait dit quoi et à quel moment. Elle interrogea son assistante sur la situation du directeur qui avait adressé l'invitation. Sa voix était remarquablement calme et totalement dénuée d'émotion. L'assistante confirma que l'homme avait déjà été démis de ses fonctions. Anne fit remarquer que la sécurité de l'institution commençait toujours à l'entrée. Elle laissa délibérément cette interaction pénible se dérouler afin de recueillir des informations. Elle cherchait à identifier parmi la foule ceux qui appartenaient au camp adverse. Son assistante lui remit la liste officielle des participants dans la voiture silencieuse. Elle y trouva les noms de 3 journalistes locaux connus pour soutenir Camilla. Tous 3 se tenaient à l'écart de la foule pendant la bagarre. Ils observaient la scène avec un intérêt évident mais sans la moindre surprise. C'est alors qu'Anne comprit qu'il s'agissait d'un événement médiatique orchestré. Elle était le principal obstacle à la prise de contrôle du domaine par la famille de Camilla. Elle avait farouchement bloqué leur tentative de modification des règles de gestion. C'est elle qui avait insisté sur un audit financier rigoureux. Elle se dressait entre leurs ambitions personnelles et les fonds royaux. Cela soulevait une question terrifiante à l'arrière de cette voiture silencieuse. Quelqu'un avait prévenu la famille de Camilla de l'audit financier imminent. Anne savait que les détails de cet audit étaient hautement confidentiels. Seules 4 personnes de haut rang étaient présentes lors de sa réalisation. La fuite devait donc provenir directement du bureau privé du roi. Elle a donc passé un appel sécurisé à un contact au sein des services de renseignement. Elle demanda une enquête discrète sur les échanges de courriels relatifs à l'audit. Elle rentra à Buckingham Palace bien après le coucher du soleil. Elle se rendit directement à son bureau et ouvrit les dossiers de gestion du domaine. Elle commença à comparer les signatures sur les documents du récent audit royal. Un schéma clair et indéniable apparut immédiatement. Elle avait constaté comment la famille de Camilla influençait les décisions relatives au personnel. Elle avait remarqué leurs tentatives discrètes pour placer leurs proches dans les conseils régionaux. Il s'agissait d'une mainmise délibérée sur la structure administrative de la monarchie. Elle décida de rassembler elle-même les preuves concrètes
de ce sabotage financier. La rivale s'était attaquée à la seule membre de la famille royale qui ne recule jamais. William entra dans la salle de réunion principale à 6h05 précise. Il ne prit même pas la peine d'enlever son manteau. 5 conseillers principaux étaient assis devant lui, tenant leur rapport quotidien. Il projeta les images de l'exposition Horticolt sur le grand écran. Le clic de l'obturateur de l'appareil photo résonna sèchement dans la pièce silencieuse. Il éteignit le projecteur d'un clic sec et définitif. Il exigea de savoir pourquoi une femme interdite d'accès avait été autorisée à se trouver dans cette salle. Il déclara que le responsable serait licencié avant le journal télévisé du lendemain matin. Il avait passé 2 mois à se débarrasser discrètement des employés fidèles à Camilla. L'incident dans la salle lui fit comprendre qu'il menait une guerre sur 2 fronts. Un conseiller expliqua que l'invitation provenait d'une branche régionale éloignée. William demanda pourquoi un avertissement direct du palais concernant Laura avait été si ouvertement ignoré. Le conseiller se remua sur sa chaise et évoqua de fortes pressions venues d'en haut. William ouvrit un dossier sécurisé recensant spécifiquement les influences internes à la maison royale. Il trouva l'élément manquant en quelques minutes. La pression venait d'un cadre intermédiaire de la maison royale. Ce cadre était marié à une assistante personnelle, travaillant au bureau privé de Camilla. William a ordonné le renvoi immédiat du cadre du palais. Il a également ordonné la suspension de l'assistante personnelle dans l'attente d'une enquête financière approfondie. Enfin, il a déclaré la maison de Camilla Zone du palais totalement interdite d'accès. Nul n'était autorisé à circuler entre ses bureaux sans son autorisation écrite. 20 minutes plus tard, les agents escortèrent le directeur hors du bâtiment. Le prince William n'était plus l'héritier patientant poliment dans le couloir. Il était devenu l'administrateur en charge, procédant au grand ménage. Chaque employé comprenait désormais qui détenait l'autorité absolue. Son équipe lui apporta ensuite un autre renseignement financier crucial, des rapports d'appel passés entre le téléphone de Camilla et un cabinet d'avocats de la ville. Les dates de ces appels correspondaient exactement au calendrier de l'audit. William y vit une préparation rapide en vue d'une bataille juridique de grande envergure. Il s'agissait d'une tentative de dissimuler des actifs que l'audit visait justement à recouvrer. Guillaume examina la grande carte des propriétés royales accrochée au mur. Il désigna les domaines précis faisant l'objet d'un examen financier. Il ordonna que chacun de ces titres soit vérifié afin de déceler d'éventuels privilèges de second rang. Il devait savoir si quelqu'un avait discrètement contracté un emprunt sur la couronne. Il exigea un rétablissement complet et total de l'ordre structurel. Un photographe ayant une vue dégagée n'est pas un problème abstrait. Cela ravive un souvenir très précis et douloureux pour le futur roi. William avait 15 ans lorsqu'il a suivi le cercueil de sa mère en 1997. Il a alors compris toute la valeur d'un objectif pointé sur une femme de la famille royale. Il a ordonné à son équipe de respecter un confinement total pendant les 48 heures suivantes. Il appela de nouveau son père et lui annonça qu'il passait à l'étape suivante. Il avait besoin du soutien public et absolu du roi pour sa prochaine manœuvre stratégique. Il lui fallait que Charles signe un nouveau décret concernant la famille de Camilla. Ce décret les écarterait définitivement de toutes les affaires officielles du palais. Le roi, épuisé par cette lutte intestine interminable, finit par accepter. Pendant que ces événements se déroulaient au palais, Laura Lopez se trouvait dans une propriété à la campagne. Entourée de cartons à moitié remplis, elle lisait le flot incessant de commentaires sous les articles de presse. Elle était entrée dans cette salle avec la volonté de défendre l'honneur de sa mère. Elle en ressortait seule responsable d'un désastre institutionnel colossal. Son frère entra dans la pièce porteur d'une nouvelle encore plus dévastatrice. Leur compte bancaire personnel faisait soudainement l'objet d'un examen financier approfondi. La banque leur avait envoyé une lettre exigeant une justification pour chaque virement supérieur à 5 zéros bar. L'audit royal avait désormais des répercussions jusque dans leurs finances privées. Ils avaient reçu l'ordre de quitter les bureaux du domaine avant la fin de la semaine. Un coursier se présenta soudainement à la porte de la propriété avec un lourd paquet. Il s'agissait d'une lettre officielle de l'avocat personnel de Camilla.
elle enjoignait fermement toute la famille à garder un silence absolu. Elle avertissait que toute action publique supplémentaire entraînerait une rupture définitive des liens familiaux. Camilla s'efforçait activement d'éviter à sa famille une procédure pénale. William avait découvert des preuves concrètes de graves irrégularités financières systémiques. Il constituait un dossier solide facilement transmissible aux autorités. Laura lut les termes juridiques impitoyables et en ressentit toute la gravité. Il traitait la famille royale comme une ressource financière privée illimitée. Quelqu'un doté d'une autorité suprême avait enfin commencé à compter les billets manquants, suivant la découverte numérique finale qui brisa véritablement son moral. Elle tenta de joindre un contact au sein de leur société de gestion de patrimoine. La ligne était coupée et le numéro hors service. William avait agi de l'extérieur et démantelé le système qui protégeait leur fortune. Le palais avait officiellement retiré toute sa protection rapprochée. De retour à Buckingham Palace, la gigantesque opération de communication de crise était un échec. 3 hauts responsables de la communication, les yeux injectés de sang, étaient assis à une table. Un grand écran numérique diffusait en direct les réactions sur les réseaux sociaux. Les canaux officiels du palais étaient restés muets pendant 12 heures. Le public s'était rapidement emparé du silence et avait alimenté ses propres théories les plus farfelues. La directrice de la communication déposa un épais dossier sur la table en bois. Il contenait un brouillon de communiqué officiel expurgé à l'extrême. Une assistante repoussa aussitôt le dossier sur la table. Elle expliqua à la directrice que ce communiqué édulcoré ne fonctionnerait absolument pas. On exigeait de savoir pourquoi la famille de Camilla se croyait intouchable. C'est précisément à ce moment-là que l'enquête sur la vidéo a pris un tournant décisif. La vidéo avait été mise en ligne par un pigiste engagé par une station de radio locale. Cette station avait reçu le code d'accès du directeur régional suspendu. Ce dernier était complice d'une attaque publique orchestrée contre la couronne. Les enquêteurs financiers ont ensuite découvert la véritable trace de l'argent dissimulé. La station de radio a déboursé 10-0 pour obtenir des images exclusives de la dispute royale. L'argent a été transféré discrètement via une société écran anonyme. Le prix d'une photo d'une membre de la famille royale en détresse est un fait établi. Cette fois-ci seule la source de la trahison a changé. Quelqu'un au sein de la famille élargie a orchestré cette prise de vue très lucrative. L'équipe juridique du palais a exigé la saisie immédiate des fichiers numériques. Elle a préparé une action en justice d'envergure contre le directeur régional corrompu. Les enquêteurs ont examiné de plus près ces relevés financiers, pourtant réputés discrets. Ils ont découvert une série de versements importants sur ces comptes. Ces paiements dissimulés effectués via des sociétés écrans s'élevaient à la somme astronomique de 100 €. Le prince William a été informé de ce chiffre précis le soir même. Il ne s'agissait en aucun cas d'une crise de colère d'une fille. Quelqu'un avait été payé 100 € pour mettre en scène cette scène devant les caméras. C'était une attaque délibérée contre la réputation de la famille royale. La famille de Camilla prenait des mesures drastiques car elle était au bord du gouffre financier. William a convoqué une conférence de presse d'urgence à 10 heures du matin. Il a court-circuité les journalistes complaisants qui veillent au bien-être du palais. Il a invité les principaux journalistes d'investigation financière des grands quotidiens nationaux. Il était convaincu que la transparence totale était le seul moyen de reprendre le contrôle. Il allait divulguer bien plus d'informations que quiconque ne l'aurait imaginé. William monta sur scène sans prompteur et s'exprima à partir de quelques notes. Il démontra le lien direct entre le directeur et les versements massifs. Il mit en lumière le réseau financier passant par des sociétés écrans anonymes. Il affirma que l'institution était la cible d'une campagne financière concertée conçue explicitement pour déstabiliser la couronne à des fins personnelles. Il annonça ensuite l'ouverture d'une enquête criminelle officielle. Il quitta la scène sans répondre à une seule question. En l'espace d'une heure, l'opinion publique bascula complètement. L'affaire devint un grave complot criminel, pris très au sérieux par le public. William s'appropria le récit et le dirigea à sa guise. Le lendemain matin, la lumière filtrait dans la salle historique du conseil privé. Le prince William tenait un décret officiel rédigé sur du papier épais. Il fit glisser le lourd document le long de la table vers son père.
Le contenu du décret était remarquablement court et totalement absolu. Il révoquait officiellement et immédiatement le statut des membres de la famille de Camilla. Il n'y aurait plus d'invitation à aucune réception officielle. Aucun financement ne serait plus débloqué sur les comptes du domaine royal. C'était une instruction d'une institution ancestrale garante de sa propre pérennité. Le roi fixa la page pendant un long moment de silence. Puis il prit la plume et signa sans relever les yeux. Il savait précisément quelle période de sa vie il était en train de clore. Il avait la preuve irréfutable de la campagne de diffamation orchestrée. Il avait vu les documents financiers qui révélaient l'exploitation pure et simple de la monarchie. Le roi avait passé des années à protéger ce qu'il croyait être une famille recomposée. On venait de lui présenter les documents qui prouvaient qu'il représentait une menace sérieuse. Un messenger royal fut immédiatement dépêché à la résidence de campagne de Camilla. Il portait une seconde copie identique du décret signé. Elle aurait le document légal en main avant midi. Le personnel du palais attendait dans les couloirs silencieux l'inévitable réaction, un appel furieux, un recours ou une menace agressive d'un avocat. Les heures tendues s'écoulèrent et le long après-midi passa. Le téléphone sécurisé du bureau privé du roi resta muet. Tard dans la soirée, le seul messager revint du domaine. Il remit une enveloppe vide contenant seulement un accusé de réception signé. Camilla avait signé pour le décret accablant mais n'avait fait aucun commentaire. Elle accepta les dures conditions de son isolement sans dire un mot. Au sein du palais, chacun comprenait que ce silence n'était pas une capitulation totale. L'équipe de sécurité signala qu'elle avait emporté ses affaires de la résidence principale. La famille royale était officiellement privée de sa présence physique. Le prince William se tenait à la fenêtre de son bureau, contemplant la cour plongée dans l'obscurité. Il s'était assuré la maison, l'autorité absolue et la signature du roi. Il avait aussi irrémédiablement fracturé la famille, et il le savait. L'homme qui marchait derrière ce cercueil en 1997 était enfin passé à l'acte. Il avait fait passer la survie de l'institution avant le mariage lui-même. Guillaume avait mis un terme définitif à l'ère des influences internes exercées par des opportunistes extérieurs. La purge était bien réelle et les portes verrouillées le sont définitivement. Nul ne pourra plus jamais réintégrer les bureaux du palais. Laura Lopez conserve les 2 minutes qu'elle a achetées dans ce hall. Elle a réussi exactement comme quelqu'un l'avait grassement payé. Cette brève victoire a coûté à sa famille leur bureau, leur financement et leur protection rapprochée. ILS ont perdu les trusts, le prestige de leur nom et la patience du public. Elle passera sa vie à expliquer ces 2 minutes à de parfaits inconnus. Et puis il y a Camilla qui est restée muette, comme une carpe à l'annonce du décret. Finalement, son propre mari a signé la page qui les a exilés. La couronne se retrouve seule ce soir derrière ses remparts.